Donc on va pouvoir commencer. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et j'espère que pour ceux qui ont pu assister à l'atelier qui précédait cet événement, tout s'est bien passé. A priori, j'ai eu des échos positifs. Donc sur ce premier temps, ça va permettre finalement de lancer à la fois, on va vous parler de l'Observatoire dont on lance la création et d'Urban Print et notamment de la version aménageurs et collectivités qui est aujourd'hui lancée, qui va permettre d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'aménagement donc dans la transition énergétique et carbone. Au programme de ces débuts de soirée, l'ouverture de la conférence par moi-même, Morgane Cambert, donc je suis directrice des études et partenariats à Efficacity. Parole aux partenaires, on aura David Marchal et Gilles Croquette. Damien Bottegui, vous en doutez, avec le contexte électoral, fait qu'il y a un petit peu de réserve aujourd'hui, devoir de réserve de la part du ministère, donc n'a pas pu venir aujourd'hui. On vous présentera plus précisément qu'est-ce que ça va être cet observatoire quartier énergie carbone et qu'est-ce que c'est, pour ceux qui n'auraient pas assisté à l'atelier, cette version Urban Print aménageur, notamment en présence donc, de Nadia Tari, directrice engagement responsable innovation et espace ferroviaire, qui nous a accompagnés dans le développement de cette interface. Et on finira par Michel Salem-Sermanet, directeur général d'Efficacity, et Julien Hans, directeur de la direction recherche et innovation du CSTB. Mais sans plus attendre, comme on n'a pas Damien Bottegui, c'est Michel qui introduit cette soirée au pied levé. Donc tu n'es pas un partenaire, tu es Efficacity. Ok, merci beaucoup Morgane. Donc je vais faire très court, et je vais rapidement passer la parole à David Marchal, que je remercie très chaleureusement, puisque sans l'ADEME, on en aura l'occasion d'en parler, mais sans l'ADEME, nous ne serions pas là ce soir. Alors mon propos, j'ai échangé avec le ministère donc pour introduire très rapidement. Ce qu'aurait dit le ministère, c'est le contexte, c'est en fait la feuille de route qui a été adoptée l'année dernière pour la décarbonation de l'aménagement urbain. Et donc, vous n'allez surtout pas devoir lire tout ce qui est marqué là, mais à Efficacity au CSTB, on est pour la transparence, c'est ce à quoi contribue c'est ce à quoi contribue Urban Print, notamment la transparence de l'impact carbone des projets. Donc voilà, nous citons nos sources. Et donc vous avez un extrait de la feuille de route. Que dit cette feuille de route, notamment le premier levier, c'est qu'il faut améliorer les méthodes d'évaluation de l'impact carbone des projets d'aménagement. Alors ça, c'est en 2023. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'ADEME, au CSTB et à un certain nombre d'acteurs, notamment BBCA, qui est là aujourd'hui, et merci Hélène, on a commencé depuis 2018. David le redira. Donc ça veut dire qu'il faut encore améliorer, mais il y a une méthode qui existe. Donc ça, c'est très important. Et du coup, il faut surtout déployer cette méthode. C'est ce qui est marqué juste en dessous. Il faut répliquer et déployer cette méthode à grande échelle. Voilà. Et c'est notamment pour ça qu'il faut faire monter en compétence tous les acteurs de la filière. Et c'est ce à quoi contribue la version d'Urban Print dédiée aux aménageurs et aux collectivités, qui vous sera présentée juste après, et que Espace Ferroviaire, et Nadia témoignera, donc a fortement contribué à mettre au point. Donc l'élément central, vous voyez, améliorer les méthodes. Nous avons déjà une méthode dont parlera David, de l'ADEME, donc la méthode quartier énergie carbone, cette méthode française de référence. Il faut encore l'améliorer, mais elle existe. Ça fait 5 ans, bientôt 6 ans que l'on y travaille. Il faut déployer à grande échelle et il faut aussi capitaliser. Parce qu'à partir du moment où on déploie cette méthode, nous avons la capacité, grâce aux très nombreux bilans carbone des projets d'aménagement qui sont faits, il y en a déjà une centaine, de comprendre comment les projets les plus vertueux y arrivent. Et c'est tout. Et donc, cette capitalisation, ces retours d'expérience, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en place, de lancer les travaux qui vont permettre la mise en place de l'Observatoire national de la performance carbone des projets d'aménagement, donc l'Observatoire quartier énergie carbone. Donc vous voyez, cette feuille de route préfigurait déjà, il y a 1 an, le fait qu'il faut capitaliser, valoriser les bilans, les REX, etc., pour faire monter en compétence toute la filière. Et dernier point que vous voyez en bas, dans cette feuille de route, c'est qu'il faut, au moins pour les projets les plus importants, il faut vraiment que rapidement,
ça soit obligatoire. Et donc les projets les plus importants, ceux dont on parle, hein, c'est ceux que va évoquer Gilles Croquette de l'autorité environnementale. Donc les projets soumis à étude d'impact. Pour cela, il faut vraiment qu'il y ait rapidement un bilan carbone prévisionnel. Prévisionnel, c'est important, ça veut dire en phase de conception, puisque c'est là que l'essentiel se joue. Voilà, c'est ça l'élément de contexte que je voulais rappeler. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment en totale cohérence avec les priorités de la feuille de route que nous sommes fixés, que l'État a fixé pour la décarbonation de l'aménagement urbain. Et on espère que les travaux que nous menons depuis 2018 arrivent vraiment au bon moment. Et nous sommes, comme on va le voir, dans une phase maintenant d'amélioration, mais aussi de déploiement, de montée en compétence de toute la filière et de retour d'expérience que va nous permettre cet observatoire national qui est mis en place, encore une fois, grâce à l'ADEME, au ministère. Alors le ministère n'est pas là, mais quand même, je souhaite remercier l'implication depuis des années de la DHUP et en particulier de la sous-direction de l'aménagement durable qui s'implique et qui va continuer à s'impliquer dans ce sujet de la décarbonation. Je mentionne, pour finir, juste un exemple. La circulaire écoquartier, qui est là aussi pour montrer l'exemple, prévoit depuis 1 an la réalisation d'un bilan carbone pour les écoquartiers. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement recommandé. Donc le ministère est très impliqué dans tous ces sujets de mesure et de réduction d'impact carbone et projets d'aménagement. Donc voilà le contexte général. Et je laisse maintenant David Marchal de l'ADEME présenter plus précisément son implication sur ce sujet depuis des années. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité ce soir. Alors aujourd'hui on est là pour parler d'à la fois d'une méthode, d'un outil et puis d'une base de données. Donc c'est 3 choses différentes mais je crois que les 3 convergent vers le même objectif. Je rejoins ce que tu disais Michel en introduction sur l'importance de la mesure et du plan d'action. Enfin je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye de développer dans le cadre des projets d'aménagement. C'est au niveau de l'État, la feuille de route de décarbonation dont tu parlais, c'est des feuilles de route qui ont été mises en œuvre, proposées dans tous les secteurs, et ça contribue globalement au plan de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, effectivement, on est là pour parler du projet d'observatoire quartier énergie carbone. C'est un projet, comme tu disais, finalement, qui est né il y a longtemps, effectivement en 2018. Et je voulais, moi, illustrer un peu la continuité des actions et du soutien public sur ce sujet, puisqu'au départ, ce projet il a été soutenu dans le cadre d'un appel à projet R&D de l'ADEME. Donc c'est des appels à projets qu'on mène dans tous les domaines. Là, il y a eu un projet porté par le CSTB avec un consortium qui a permis d'élaborer cette méthode, quartier énergie carbone, qui est effectivement une méthode novatrice, basée sur une analyse de cycle de vie. Donc une analyse de cycle de vie, ça veut dire donc plusieurs impacts, énergie, carbone. Alors on pourra bien entendu creuser d'autres impacts. Et ça veut dire on prend en compte les différentes phases du projet, du chantier, à la fin de vie, en passant par la phase d'exploitation du quartier sur toute sa durée de vie. Donc ça, c'est clairement novateur. Bon, ça s'inscrit bien entendu dans des politiques plus larges qui sont cohérentes avec celles qu'on a sur le bâtiment. Alors, de cette méthode a été développé l'outil UrbanPrint par Efficacity. Donc Efficacity, Michel ne l'a pas dit, mais là on est quand même sur une approche consortium public-privé qui est très intéressante, en tout cas le financement public-privé, et qui a développé l'outil qui permet d'implémenter la méthode. Cet outil il a été d'abord testé dans le cadre d'une expérimentation que l'ADEME a menée sur une vingtaine de quartiers. On a pu tester la mise en œuvre de cet outil sur des quartiers réels. Ça va donner lieu, là, dans les jours qui viennent, à la publication de fiches de retour d'expérience sur ces quartiers et sur les résultats chiffrés qui ont été obtenus sur cette vingtaine de quartiers à partir de l'outil. Et puis, on a également mis en place avec le ministère, un AMI, là plus récemment, un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner plus spécifiquement des écoquartiers dans l'utilisation de l'outil. Donc tout ça contribue à de l'émergence d'une méthode, un projet de R&D, à finalement sa mise en œuvre, son déploiement, son test et les premiers retours d'expérience.
Alors aujourd'hui, on est là aussi pour parler donc, de l'Observatoire Quartier Énergie Carbone, qui, comme Gilles le disait, va permettre de compiler tous ces exemples. Je voulais illustrer là aussi le mode de financement, parce que c'est intéressant d'en parler. Il a été financé dans le cadre d'un appel à commun, qui est un dispositif tout à fait particulier qu'on mène à l'ADEME depuis 3 ans. Un appel à commun qui s'appelait donc Sobriété et Résilience et qui vise à financer des communs. Donc c'est ni un appel à projet, ni un appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'est de financer des communs méthodologiques, des communs numériques, des acteurs qui travaillent en commun pour mettre à disposition quelque part le fruit de leur travail de façon libre, open source. Et donc c'est l'objet là de cet observatoire. Il y a d'autres lauréats. C'est un dispositif qu'on mène avec IGN. Parmi les autres lauréats qui peuvent être un peu dans le même domaine d'application, juste pour l'illustration, il y en a un qui s'appelle Pas de vacances pour la vacance. C'est facile, c'est quelque chose que vous pouvez regarder sur Internet, qui vous donne le taux de vacances des logements dans une ville. Vous tapez un code postal, vous avez le nombre de logements vacants. Donc ça, c'est des petites start-up qui permettent de mettre à disposition de l'information. Il y en a un autre qu'on a soutenu cette année qui n'est pas encore existant, mais qui va permettre de cartographier des îlots de chaleur urbains de façon collaborative, c'est-à-dire les gens pourront contribuer à une sorte d'observatoire des îlots de chaleur urbains. Cet observatoire, si je reviens à celui-ci, il a au moins 3 objectifs. Tout d'abord, objectiver un peu cette trajectoire de décarbonation que s'est fixé le secteur. Deuxièmement, montrer les bons exemples. Je pense que c'est important, voilà, à la fois dans les écoquartiers, dans les autres projets d'aménagement, quels sont les projets les plus exemplaires, et puis quels sont également les leviers, finalement, les plus efficaces quand on compare tous ces projets. Et puis pour terminer, je voudrais resituer tout ça finalement dans le panorama plus global de ce que l'ADEME peut faire autour des opérations d'aménagement. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'opérations d'aménagement sans parler de ZAN. Donc c'est important aussi d'avoir en tête. Donc nous, on a accompagné des projets dans le cadre d'un AMI qui s'appelle l'AMI ZAN, où on a accompagné une vingtaine de collectivités motivées pour réfléchir sur cette question du ZAN, avec une AMO, pour quelque part avoir en pratique, à la fois accompagner les collectivités puis faire du retour d'expérience sur les façons dont une collectivité peut réfléchir à cette question-là. Et quelque part, notre objectif derrière, c'est de donner ensuite des conseils par rapport à ça. Donc là aussi, il y aura des fiches de REX qui vont être publiées sur cette AMI ZAN. On a également, vous savez qu'on a de par nos missions, des missions assez particulières sur les friches polluées. Alors à la fois, on peut être mandaté par l'État sur des opérations très spécifiques qui sont un responsable défaillant, dans lesquelles on est maître d'ouvrage directement pour assurer la mise en sécurité de friches polluées à responsable défaillant. Mais on est également financeur, dans le cadre du Fonds vert notamment, ce qu'on appelle le recyclage urbain. Donc sur les friches polluées, comment on accélère quelque part leur remise en circulation. Donc, bien entendu, ce n'est pas sans lien avec la question des projets d'aménagement. Et je voulais parler de l'outil qui s'appelle Benefriche, qui est un outil tout à fait complémentaire à l'outil Urban Print, qui est sans doute plus amont qu'Urban Print et qui permet de donner un chiffrage aussi économique de l'intérêt que peut avoir une collectivité de rentrer dans une dynamique de recyclage urbain. Donc là, on est entre l'opération d'aménagement et, on va dire, montrer à une collectivité comment faire un quartier sur des champs, c'est une chose. Faire un quartier dans une opération de recyclage urbain, c'est peut-être plus compliqué. Il y a des coûts sans doute de dépollution, mais il y a aussi des coûts évités parce qu'on va pouvoir récupérer le réseau de chaleur qui passe à côté, éviter de développer des réseaux d'eau, etc., etc. Donc Benefriche, c'est une start-up, là aussi, on est en train de passer du tableau Excel à un outil en ligne. Et Benefriche donc, permet d'apporter ça aussi en amont des projets d'aménagement. Voilà, alors après, il y a d'autres aides qu'on peut apporter, là pour le coup plus pratico-pratiques, des schémas directeurs de réseaux de chaleur, des financements, là aussi, notamment sur les réseaux de chaleur, sur les biodéchets. Donc quelque part, de la conception, on passe ensuite à l'accompagnement de la mise en pratique. Puis je voulais juste terminer donc, sur une ouverture, parce que là, c'est complètement intéressant d'avoir un outil qui permet d'évaluer, de mesurer et de prédire quelque part l'impact énergie et carbone d'un projet de quartier, d'un projet d'aménagement.
Je pense que là où on doit aussi aller, et nous-mêmes dans l'accompagnement qu'on peut octroyer aux collectivités, c'est des sujets sur lesquels on commence à réfléchir, c'est comment on accompagne la stratégie plus globale d'une collectivité, non pas sur un projet, une zone, mais quelque part son portefeuille de friches et de projets d'aménagement qu'elle peut avoir sur un territoire. Quelque part, comment on accompagne la comparaison des projets entre eux. Est-ce que le quartier, je le fais ici? Est-ce que je le fais là? Quelle est la différence d'impact en énergie carbone ou en artificialisation? Ça, c'est encore un chantier devant nous, encore sans doute des bonnes idées de nouvelles fonctionnalités pour des outils comme UrbanPrint. Voilà, merci. Merci beaucoup et je confirme, ça fait partie de la feuille de route de R&D de pouvoir attaquer de plus en plus la phase encore plus amont. Et il y a des échanges de temps en temps avec l'équipe de Bénéfriche, donc qui sait, peut-être qu'on se retrouvera dans 2 ans pour fêter UrbanPrint V3 avec d'autres fonctionnalités. Mais je vais laisser la parole donc à Gilles Croquette, qui est rapporteur à l'autorité environnementale. C'était important pour nous de vous avoir avec nous parce qu'il y a des réflexions justement sur la qualité finalement des évaluations carbone qu'on retrouve dans les études d'impact actuellement. Et donc, je vais vous laisser la place sur scène. Merci beaucoup. Et donc je serai assez rapide, mais donc pour donner un point de vue, donc on m'a effectivement proposé d'intervenir aujourd'hui. Alors pour nous, c'est pas un public tout à fait naturel pour les autorités environnementales, c'est un peu original. Mais pour vous donner, alors nous c'est la case la deuxième, donc le R122.2, les études d'impact des gros projets. Et du coup, pour passer vraiment un message sur le fait que c'est pas simplement que c'est écrit dans la feuille de route, c'est que c'est déjà vraiment quelque chose qui est inscrit dans le Code de l'environnement et qui devrait être mis en place en fait depuis des années. Et donc c'est vraiment un sujet qui est franchement urgent. Il est absolument indispensable qu'on arrive sur ces sujets énergie-carbone à accélérer parce que en fait ça fait même très longtemps qu'on devrait déjà avoir des applications systématiques et de bonne qualité. Et du coup, le point de vue qu'on peut vous donner aujourd'hui, nous, donc autorité environnementale, alors au pluriel parce que il y a à la fois donc l'autorité environnementale nationale à laquelle j'appartiens et puis il y a donc tout ce qui est les missions régionales d'autorité environnementale. En tout, on voit passer, alors nous c'est à peu près donc 100 projets au total, mais il y en a beaucoup plus du côté des missions régionales. Et sur les projets d'aménagement, c'est effectivement de l'ordre de 200-250 projets d'aménagement qu'on voit par an. Donc c'est gros, mais en même temps, enfin, on embarque quand même déjà pas mal de choses. Et on commence à voir un frémissement. Donc on a une actualité, notamment avec la Euro 2020, qui fait qu'on voit une amélioration vraiment de la qualité des études d'impact, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et on a encore vraiment beaucoup trop souvent des études où sur des sujets comme la biodiversité, ou sur donc l'artificialisation, etc., on a des choses qui sont assez précises, qui sont assez bien documentées. Et là où on a des centaines de pages sur les sujets des milieux naturels, on va se retrouver avec 2-3 pages sur l'énergie de carbone, ciblées sur des sujets, par exemple les énergies renouvelables, parce qu'il y a des obligations particulières. Mais en fait, ça devrait être beaucoup plus nourri, beaucoup plus documenté que ça, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vraiment, on constate un écart qui est énorme, et pourtant, l'obligation est bien la même. Alors, il y a des raisons pour ça. On n'a pas les mêmes autorisations, on n'a pas une autorisation de même nature que les espèces protégées, par exemple. Mais pourtant, quand on est dans une démarche d'étude d'impact sur des gros projets, ce n'est pas le standard qui est attendu. Donc, on est vraiment très heureux de voir sortir aujourd'hui donc des nouveaux développements avec des méthodologies qui soient solides, avec des outils qui soient proposés. Et on espère très sincèrement que ça permette d'améliorer rapidement, parce qu'il y a urgence, la qualité des études d'impact qu'on voit et qu'on puisse s'appuyer là-dessus et faire la promotion aussi de ces outils auprès des aménageurs pour qu'on arrive collectivement à relever le standard et à relever le niveau. Et je suis certain, vu ce qui nous a été présenté par Efficacité, qu'on va y arriver. Donc voilà, c'était un message sur l'urgence et d'espoir. Merci beaucoup. Donc on va commencer à préciser quand même qu'est-ce qui se cache derrière cet observatoire et pourquoi en fait on souhaitait mettre en place un observatoire aujourd'hui.
On accompagne finalement depuis le développement d'Urban Print on accompagne une centaine d'opérations et finalement qui nous permettent d'apprendre un certain nombre de choses sur les leviers qui sont mis en œuvre, sur les difficultés qu'il peut y avoir à mettre en place un certain nombre d'actions. Et il y a cette nécessité toujours de vouloir faire monter en compétence la filière de l'aménagement et ça peut passer finalement, ça passe aussi par la transmission d'un certain nombre de données, de connaissances sur l'évaluation carbone. Donc l'objectif vraiment de la création de cet observatoire, c'est de venir capitaliser toutes ces évaluations qui sont réalisées finalement avec une même méthode, donc avec une même façon de faire la lecture, de faire l'évaluation carbone des opérations. Ça va permettre finalement progressivement aussi de suivre le rythme de décarbonation de cette filière de l'aménagement, de valoriser les actions entreprises au sein des différents projets, de voir finalement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est mis en œuvre, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve, de valoriser aussi finalement aussi les acteurs qui ont recours à l'évaluation carbone. C'est pas forcément valoriser celui qui a une bonne note, hein. L'objectif, c'est vraiment de valoriser ceux qui commencent à regarder déjà ce qui se passe sur leur opération, comment ils peuvent aller identifier un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour améliorer leur performance carbone. Et ça permet également, comme je le disais au début, mais on va le répéter en conclusion, de participer à cette montée en compétence de la filière de l'aménagement. Donc c'est un observatoire qui s'appuie sur les compétences à la fois d'Efficacity et du CSTB, donc il va être mis en place par les deux entités plutôt qui co-développent le logiciel Urban Print et qui va permettre donc de mettre en valeur l'ensemble des opérations qui sont accompagnées avec Urban Print. Pourquoi on en parle aujourd'hui au moment de sa création? C'est que finalement, l'ensemble de vous qui êtes ici allez être sollicités aussi pour vous demander ce dont vous avez besoin. Forcément, il y a une intuition à Efficacity et au CSTB de ce que peut être cet observatoire, de ce qu'il peut permettre d'apporter. Mais par contre, voilà, il y a le souhait que cet observatoire soit co-créé dans ses objectifs avec l'ensemble des parties prenantes qui vont utiliser cet observatoire. Donc ça peut être autant des bureaux d'études, des experts, des collectivités ou des aménageurs, mais aussi finalement des grandes écoles, des universités, des chercheurs qui peuvent aussi avoir besoin d'utiliser finalement toutes les données qui vont être disponibles à travers cet observatoire. Alors je rassure, c'est les aménageurs ou collectivités qui seraient dans la salle et qui se diraient « mince, mon opération va être disponible sur cet observatoire ». Il y aura toujours ce souhait de valoriser ceux qui souhaitent être complètement publics et transparents sur leur opération et l'évaluation de leur opération, mais aussi la possibilité finalement d'anonymiser l'ensemble des résultats et de pouvoir faire un certain nombre d'analyses macro qu'on pourra faire de façon régionale, française, etc., en fonction des données qui seront disponibles. Donc on reviendra vers vous, l'équipe Efficacity CSTB reviendra vers vous pour vous solliciter sur les besoins et les attentes que vous pourriez avoir autour de cet observatoire. On va parler également, on le disait, d'Urban Print, aménageurs, collectivités et bureaux d'études AMO. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un deuxième logiciel, ça reste Urban Print, c'est toujours le même moteur de calcul, c'est les mêmes données d'entrée, entre guillemets, qui sont nécessaires. On va vraiment venir interroger notre moteur de calcul de la même manière, mais par contre, c'est deux interfaces différentes. Alors, je parle beaucoup, mais je tenais quand même à dire que ce n'est pas que moi derrière Urban Print. Finalement, il y a un certain nombre d'équipes qui sont d'ailleurs en partie présentes dans la salle, des équipes à la fois informatiques, d'ingénieurs, d'écologues, d'urbanistes, d'architectes, qui travaillent pour développer ce logiciel. Et donc, je les remercie parce que je communique beaucoup sur Urban Print. Mais finalement, derrière, il y a quand même une trentaine de personnes qui travaillent sur ce logiciel et donc sur ces deux interfaces. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous le présenter. On a réalisé une vidéo. Mais donc voilà, c'est une vidéo qui permet de voir que derrière Urban Print, donc on a une version pour les bureaux d'études et les experts, on va dire carbone, et une version pour les aménageurs. C'est totalement interopérable, c'est-à-dire un aménageur, une collectivité qui souhaiterait s'en saisir et qui aurait un assistant maîtrise d'ouvrage qui utiliserait également Urban Print pourrait totalement utiliser chacun ou chacune son interface pour dialoguer sur la performance environnementale de son opération. Donc l'objectif, c'est aussi de faciliter finalement les échanges entre différents partenaires d'une même opération et faire en sorte, encore une fois, que l'aménageur et la collectivité deviennent plus sachants sur cette question de carbone et finalement ne délèguent pas cette expertise à son AMO.
Et donc avant de laisser la parole à Nadia Tari, qui nous parlera finalement comment la SNEF, Espace Ferroviaire, s'est saisie de cette question-là, je vais passer une petite vidéo. UrbanPrint, développé par Efficacity et le CSTB, est un outil 100% en ligne d'aide à la décision, permettant l'évaluation en analyse de cycle de vie des impacts environnementaux d'un projet d'aménagement, neuf, en rénovation ou mixte. Il permet d'accompagner la collectivité, l'aménageur et leur bureau d'études dans la définition d'objectifs ambitieux et chiffrés et de mettre en évidence à chaque phase du projet les enjeux clés et les leviers d'action les plus performants pour ses prescriptions aux promoteurs et constructeurs. UrbanPrint est le logiciel de référence pour appliquer la méthode performantielle Quartier Énergie Carbone développée pour le compte de l'ADEME. Son application sur une centaine de quartiers depuis 2020 a montré que l'outil permet un gain de temps important par rapport aux outils et calculettes disponibles aujourd'hui chez des bureaux d'études avancés. Tout cela grâce à des fonctionnalités clés. Une interface ergonomique adaptée au niveau d'expertise de l'utilisateur, bureau d'études, aménageur ou collectivité, la récupération automatique des formes et caractéristiques des bâtiments existants depuis la base nationale des bâtiments ou des logiciels SIG extérieurs, la collecte et la prise en compte automatique de nombreuses données de contexte comme par exemple les caractéristiques des réseaux de chaleur à proximité. La possibilité de décrire le projet même en l'absence de données détaillées disponibles grâce à de nombreux enrichisseurs de données et permettre ainsi d'utiliser UrbanPrint des phases amont de la conception jusqu'aux phases de mise en œuvre. La comparaison facilitée entre plusieurs variantes du projet, la comparaison de la performance du projet par rapport à un projet de référence pour se situer et communiquer, la possibilité d'accéder aux résultats des calculs à différentes échelles d'évaluation, en comptabilisant uniquement les impacts associés aux ouvrages et services urbains sous la responsabilité de l'aménageur, ou en élargissant la réflexion à l'usager avec le calcul de l'empreinte carbone d'un habitant du quartier. Mais comment se déroule concrètement une étude UrbanPrint ? Quelle que soit son interface, l'utilisateur commence par créer un projet qui pourra contenir toutes les études liées à son opération. On renseigne ensuite un premier programme, appelé plan masse dans l'outil. C'est à ce niveau qu'on dessine, en apportant si besoin un fond de carte, le périmètre d'études et les emprises au sol des bâtiments. Pour les édifices multi-usages ou aux formes complexes, il est possible de créer plusieurs zones au sein d'un bâtiment pour par exemple les empiler en jouant sur l'altitude de chaque zone. On renseigne ensuite des données générales de programme, les usages, les informations géométriques comme la hauteur, la surface habitable, voire le nombre de logements dans le cas de bâtiments résidentiels. On va également pouvoir décrire les espaces extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est inclus dans notre périmètre mais qui n'est pas déjà occupé par les bâtiments. On peut renseigner uniquement les espaces extérieurs que l'on souhaite, certaines routes ou parcs par exemple, et la surface restante non décrite sera automatiquement qualifiée par ce qu'on appelle l'espace résiduel. Une fois la description du programme terminée, on peut passer à la création de différentes stratégies de mise en œuvre de ce programme. Il est possible de mettre à jour le programme en ajoutant, déplaçant ou transformant un bâtiment par exemple, et ces modifications seront prises en compte dans toutes les stratégies reliées à ce programme. C'est au niveau des stratégies qu'on accède au levier permettant d'atténuer son impact environnemental pour un programme donné. Les données sont organisées selon les thématiques suivantes: système énergétique, produits de construction, gestion de l'eau, gestion des déchets, mobilité et chantier. Les leviers proposés par UrbanPrint sont nombreux. Leur liste ne cesse de se compléter au fur et à mesure de l'avancée des modèles d'analyse de cycle de vie, mais aussi des retours d'expérience des projets qui souhaitent pouvoir y évaluer toutes les innovations. Au niveau des bâtiments, on pourra par exemple jouer sur les matériaux de construction, choisir les systèmes principaux et secondaires pour chaque usage du bâtiment, modéliser des solutions mutualisées comme les réseaux de chaleur, neufs ou existants, ou encore faire de la production solaire photovoltaïque ou thermique à l'échelle du bâtiment ou du quartier. À l'échelle quartier, on pourra renseigner les réseaux, les stratégies de collecte des déchets ou de gestion de terres de terrassement par exemple. Et au niveau des espaces extérieurs, seront évalués entre autres l'impact du changement d'affectation des sols, la gestion de l'éclairage public, les produits de construction et leur acheminement. Alors que l'interface s'adressant principalement au bureau d'études permet une saisie détaillée, l'interface dédiée plutôt aux aménageurs et collectivités permet une approche en macro-levier, accompagnée de fiches explicatives et pédagogiques. Une fois la stratégie complétée, il est possible de lancer le calcul en indiquant les indicateurs souhaités. Projet seul, comparaison avec la référence, empreinte habitant ou l'ensemble des indicateurs. Les calculs réalisés par UrbanPrint sont riches et complexes, grâce à de nombreux modèles et bases de données. Simulation énergétique dynamique au pacte horaire des bâtiments en prenant en compte la conception bioclimatique de l'ensemble du quartier, calcul de la mobilité des occupants par motif et mode à l'échelle de l'IRIS, ou encore estimation automatique des matériaux utilisés dans les bâtiments à partir des choix constructifs et de leur forme. La page résultat permet de visualiser les performances environnementales du projet sur le temps d'étude, à savoir 50 ans, ramené à l'échelle d'une année moyenne pour une interprétation plus aisée. Les résultats sont présentés à différentes échelles, à l'échelle du quartier en premier lieu. C'est à cette échelle qu'on peut se comparer au quartier des références et voir par exemple si le projet fait mieux en émissions carbone, consulter les indicateurs BBCA ou regarder l'empreinte carbone moyenne des habitants du quartier. Il est possible de changer l'indicateur d'impact placé par défaut sur le carbone
ou de zoomer sur chaque thématique pour comprendre un peu mieux d'où viennent les impacts environnementaux associés aux quantitatifs calculés, comme la part modale de la mobilité, les besoins des bâtiments, l'autoconsommation collective, etc. Des sorties d'aide à la décision sont également disponibles, comme le calcul de potentiel qui permet de mettre en évidence les efforts jusque-là accomplis en pointant les leviers qui ont le plus impacté la performance actuelle. Mais le plus intéressant est de voir quels leviers explorer en priorité pour tendre vers une stratégie dite optimale. Le module d'aide à la décision permet ainsi d'accompagner l'utilisateur à chaque étape de la conception de son projet pour mobiliser les bons leviers au bon moment. Cette vidéo n'est qu'un aperçu des possibilités offertes par Urbanprint pour répondre aux besoins opérationnels d'évaluation environnementale et d'accompagnement des acteurs de l'aménagement dans la transition carbone de leur projet. Pour plus d'informations ou obtenir un accès à Urbanprint, contactez Efficacity ou le CSTB. Et donc on est là. Et donc je vais inviter Nadia Tari donc, à nous présenter finalement comment Espace Ferroviaire s'est lancé dans cette aventure. Et puis merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour témoigner finalement de notre intérêt et puis notre participation, de la manière dont on a participé finalement au co-développement d'Urbanprint Aménageur, et puis également peut-être de revenir sur l'historique et puis le pourquoi, parce que ce sont des démarches quand même de longue haleine qu'on a développées, auxquelles on a participé donc sur plusieurs années et pour lesquelles on a aussi mobilisé donc en interne nos équipes. Donc je pense que ça c'est également un maillon important. Et donc Urbanprint est effectivement devenu un maillon assez fort de la démarche finalement bas carbone qui a été enclenchée à partir de 2015. Les principes de cette démarche-là, et donc c'est des choses qui étaient déjà engagées à ce moment-là dans la réflexion sur les opérations, c'était bien sûr de commencer à travailler sur la qualité environnementale, la qualité urbaine, l'éco-conception, de pouvoir lancer en fait un certain nombre d'études qui permettraient de mieux maîtriser l'impact environnemental, mais également progressivement de pouvoir travailler sur un centrage sur l'empreinte usagée. Pourquoi ? Parce qu'on avait un certain nombre de priorités en interne côté espace ferroviaire, autour bien sûr de la démarche bas carbone, mais également autour de la santé et des usages. Donc il y avait une volonté de pouvoir descendre en fait un peu plus précisément. Et les travaux en fait lancés sur la démarche et sur la méthodologie énergie carbone, forcément, nous ont interpellés à ce moment-là. Donc les principes, en tout cas, étaient ceux-là. Comment pouvoir enclencher une démarche un peu pluridisciplinaire sur la question du bas carbone à l'échelle donc des quartiers urbains. Les moyens qu'on a voulu tenter de déployer, c'était d'abord bien sûr de mobiliser, de s'inscrire dans une démarche partenariale pour essayer de profiter finalement d'un socle assez solide du point de vue de l'expertise ou du point de vue également de la donnée en fait qui pourrait être utilisée, et puis également de pouvoir travailler sur la notion d'un indicateur stratégique qui pourrait d'une part guider les opérationnels, mais pas seulement, guider également la direction finalement du développement durable et RSE dans l'ensemble des missions qui lui incombent. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'Urbanprint en fait est venu répondre à un certain nombre de besoins en interne. Et je vais revenir un petit peu dans le déroulé de ces besoins-là à travers l'évolution en fait de notre contribution depuis 2015. Donc 2015, début de la démarche, ou en tous les cas une volonté en fait de s'inscrire dans une démarche bas carbone à l'échelle de la société. Donc on a enclenché un premier partenariat avec le CSTB pour travailler d'abord sur la construction d'un référentiel traitant de la performance quartier, mais qui soit plus large qu'uniquement l'idée de pouvoir sanctionner un projet à un moment par rapport à certains critères. L'idée, c'était aussi de pouvoir guider en fait, les opérationnels, parce qu'on intervient sur des friches ferroviaires, des projets relativement complexes qui impliquent un certain nombre d'études. Donc, il y avait ce besoin d'accompagnement et de pouvoir disposer finalement de guides dans la réalisation des opérations. Donc, c'est un besoin qui a été assez clairement exprimé. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, donc on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir se raccrocher à Urbanprint, mais dans le cadre d'un usage, évidemment, aménageur plus amont, avec différents objectifs. Un premier objectif qui est effectivement de pouvoir évaluer en amont l'impact carbone,
le plus tôt possible, aux différentes phases d'intervention depuis les études d'opportunité. Donc ça, c'était un point assez important pour pouvoir venir scénariser l'impact en fonction des formes urbaines et du choix des formes urbaines. Deuxième point, c'était que dans les bilans carbone qu'on lançait déjà, on avait un sujet qui était lié à la référence carbone, puisqu'Espace Ferrovien intervient à l'échelle nationale. Donc ça a été un point assez important. Et effectivement, l'idée de pouvoir disposer d'une référence adaptée en fait, au territoire et au local, donc, qui exploiterait les données locales, c'était un point intéressant pour l'aménageur. Ça, c'est vrai que c'est un élément assez primordial, je dirais, pour ne pas forcément démultiplier les méthodes. En tout cas, dans notre fonctionnement, ça a été effectivement un enjeu. L'autre point important, c'était la capitalisation. Le retour d'expérience et la capitalisation, on est, je pense, jamais très bon en fait sur ce sujet-là. On a souvent du mal à mobiliser les collaborateurs, mais l'idée, c'était de pouvoir finalement, dans un premier temps, former les collaborateurs à ce sujet-là. Morgane, tu parlais tout à l'heure de la question du dialogue. Ça a été un point assez important de se dire, bon, nous, on souhaiterait disposer d'un outil qui nous permettrait de dialoguer assez facilement avec les bureaux d'études ou avec les AMO développement durable lorsqu'on les missionne, en fait, pour évidemment aller beaucoup plus loin sur l'évaluation de l'impact du carbone. Donc effectivement, on a finalement poursuivi dans l'idée de pouvoir travailler sur ce dialogue-là et donc de pouvoir générer un certain niveau d'interopérabilité et puis de pouvoir capitaliser donc, dans cet outil-là avec l'idée de pouvoir inscrire un retour d'expérience, que les collaborateurs puissent partager le retour d'expérience et qu'à un moment, si finalement on identifie une solution en tant que telle avec un retour d'expérience plus ou moins positif ou avec une évaluation en coût global, qu'on puisse l'inscrire et qu'il y ait une recherche qui soit envisageable par le collaborateur sur ce sujet-là. On a vraiment eu un gros sujet d'acculturation pour nous en interne, en plus de l'évaluation effectivement carbone. Voilà, donc on a commencé à travailler sur cette interface. On a d'abord testé effectivement en 2021 l'outil bureau d'études sur une opération qui est Toulouse-Cernam pour commencer à travailler sur l'interface et le niveau de l'interface. Et donc là, il y a une mobilisation des équipes pour essayer de flécher les bons niveaux de curseur. Je donne un exemple sur l'installation de photovoltaïque. On s'était posé la question en se disant, bon, est-ce qu'on part sur des données par défaut ou est-ce qu'on donne la possibilité à un moment de prendre la main et puis de venir fixer effectivement un objectif d'occupation par des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Voilà. Donc il a été décidé de pouvoir se donner cette amplitude-là en fait sur ce sujet. Et c'est un point important parce que l'occupation des toitures est un élément d'arbitrage assez fort côté aménageur qui pose la question de la compatibilité, de l'effort, peut-être aussi de la répartition de l'effort entre collectivités, aménageurs et puis la future gestion notamment des espaces publics et la fonction des espaces publics en relation avec cette occupation des toitures. Voilà, donc ensuite, on a commencé à développer une première version test avec Efficacity et bien sûr le CSTB qui a pu être testée sur une opération qui est l'opération messagerie qui avait également été sélectionnée dans le cadre de l'AMI lancée par l'ADEME Énergie Carbone. Donc ça permettait aussi de pouvoir tester un peu à différents niveaux l'outil Urban Print bureau d'études via l'AMI, mais Urban Print également aménageur, et de croiser un peu l'ensemble de ces données-là, et puis de revenir vers les équipes pour voir effectivement comment est-ce qu'elles percevaient l'utilisation d'Urban Print aménageur. Voilà, donc on a réalisé ces tests sur un certain nombre d'opérations à Paris et puis effectivement en région. Un autre point qui a été assez intéressant sur l'opération Hébert, une opération qui est localisée dans le 18e arrondissement, qui est une opération très axée sur la question également de la santé, du cadre de vie et des usages. On a fait un travail avec Bureau d'études Elliott sur ce sujet-là, avec une première évaluation Urban Print, et puis un travail qui a permis un peu d'affiner la stratégie, de conforter un peu plus la stratégie sur la possibilité, sur l'enjeu plutôt, de continuer à creuser cette question des usages,
dans l'espace public et dans la manière de travailler également l'activation des rez-de-chaussée. Donc ça aussi, je trouve que ça a été un point important de remettre en perspective la question du carbone avec d'autres sujets à l'échelle de l'aménagement. Et donc, on continue aujourd'hui bien sûr à déployer en interne Urban Print. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser le plus en amont possible dans une phase qui est une phase d'étude d'opportunité, finalement, de scénario. On l'a fait sur certaines opérations. C'est intéressant parce que ça nous permet aussi parfois de nous projeter sur du long terme en intégrant des ambitions d'évolution de la performance énergétique des réseaux de chaleur, donc en s'inscrivant sur un temps long, en se disant aujourd'hui on a peut-être un réseau qui n'est pas très performant, mais dans 5 ans on aura un réseau plus performant. Donc finalement, comment est-ce qu'on répartit notre effort également du point de vue du carbone? Ça, c'est également un sujet à prendre en compte et qu'on peut prendre en compte assez tôt. Et ensuite, effectivement, on continue à l'utiliser même sur des opérations un peu plus avancées, tout simplement parce qu'on a des développements également par phase. Et puis, alors, les phases, au-delà de la première phase, bien sûr, peuvent évoluer. Et c'est là où il y a également un intérêt. C'est-à-dire qu'on a fait finalement tourner Urban Print une première fois. On peut le refaire tourner au moment où on retravaille 5 ans, 6 ans après, finalement, la deuxième phase. Et ça, je pense que c'est un point qui est également intéressant. Et puis effectivement, sur le sujet des études d'impact, sur certaines de nos opérations, en tout cas les collaborateurs sont revenus vers nous pour pouvoir mobiliser l'outil et le faire contribuer bien sûr à l'évaluation de l'impact environnemental. Voilà, donc début 2024, on a également formé une grande partie de nos collaborateurs en aménagement en Île-de-France, également en aménagement région, pour qu'ils puissent pratiquer finalement l'outil. Et puis, j'évoquais le sujet plus global de l'engagement responsable ou de la RSE. Et effectivement, moi, je l'utilise, enfin en tout cas, je l'utilise dans le sens où ça nous permet d'avoir une vision globale, de faire remonter aussi de l'information dans le cadre des déclarations de performance extra-financières, notamment dans le cadre du groupe SNCF. Donc, on voit bien qu'il y a une utilité qui est assez large de l'outil Urban Print aménageur, de l'échelle opérationnelle, mais on peut effectivement faire bien remonter cet usage-là à l'échelle évaluation de l'engagement également de la société sur ce volet-là, et en considérant comme un indicateur stratégique. Merci beaucoup, parce que je pense que je ne trahirai pas les équipes pour dire que ça a été... c'est toujours, mais comme j'avais participé surtout aux premières discussions, ça a été quand même un partenariat, c'est un partenariat donc très riche. Ça permet vraiment de développer aussi une autre approche. Je me souviens encore des ateliers sur lesquels on réfléchissait sur la façon de représenter l'information, et on sentait justement que c'était un travail et un exercice à faire assez important justement pour réussir à amener des acteurs qui n'ont pas l'habitude de manipuler, on va dire, de la donnée carbone, pour réussir vraiment à se faire saisir de cette information. Donc merci beaucoup pour ce partenariat qui nous apporte tous beaucoup. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à 2 personnes qui vont conclure pour nous cet événement. Donc j'invite Michel Salem-Sermanet et Julien Hans à me remplacer sur scène. Merci Morgane. Donc ce qui est convenu, c'est que je fasse un point, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais je fasse un point de l'état d'avancement du déploiement, parce que c'est important de savoir où on en est, où on va et grâce à qui. Et puis je laisserai Julien conclure. Donc pourquoi c'est important de déployer? C'est pas juste que c'est recommandé dans la feuille de route que je vous ai mentionné au début. Je rappelle juste un chiffre. En France, les émissions de gaz à effet de serre, 2/3 proviennent des villes. Et dans la feuille de route, qui est un document public, il y a une évaluation de ce que représente l'aménagement urbain, c'est une part tout à fait significative. Voilà. Par ailleurs, il y a une urgence globale. Gilles Croquette l'a rappelé, on est vraiment dans une situation d'urgence climatique, donc il faut vraiment que chacun, à son niveau, puisse contribuer. Et donc nous, on le fait au niveau du secteur de l'aménagement urbain. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pour déployer? Puisque si on veut avoir un impact, il faut déployer à grande échelle. Donc d'abord, on s'est appuyé sur les grandes fédérations nationales d'acteurs. Et donc je souhaite vraiment les remercier.
la Fédération nationale des EPL et la Fédération des aménageurs privés, l'UNAM, mais également l'USH, puisque les bailleurs sociaux sont pour certains des aménageurs, souvent en rénovation urbaine, et enfin l'ANRU qui, elle, intervient bien sûr en financement d'opérations qui sont systématiquement à l'échelle des quartiers. Donc ces 4 grands acteurs, dont les 3 premiers sont des fédérations, relayent de façon vraiment engagée et efficace cette nécessité d'évaluer l'impact carbone avec la méthode de référence mise au point avec l'ADEME de toutes les opérations et en particulier au stade de leur conception. Et donc on a lancé, en partenariat avec l'ADEME et le CSTB, donc des AMI avec chacune de ces fédérations l'année dernière et on continue à le faire cette année. Donc déjà, voilà, première chose. Alors ce n'est pas une fédération, mais bien sûr il faut citer, et encore merci Gilles, le rôle fondamental que va jouer l'autorité environnementale et ses représentants en région par l'avis qu'ils donnent sur les 250 plus grandes opérations d'aménagement chaque année. C'est là qu'on aura un impact très fort. Deuxième axe, alors je vous le dis tout de suite, il y en a 5. Je vais être rapide, 1 minute par axe. Deuxième axe, les aménageurs eux-mêmes. Et là, bien sûr, on est incapable, il y en a 300-400 en France. On ne peut pas les toucher chacun en faisant du porte-à-porte. Mais au-delà des fédérations, on s'appuie sur les aménageurs qu'on appelle les ambassadeurs de la conception bas carbone. C'est-à-dire ceux qui sont sur ce kakémono, c'est important, je vais les citer, ce sont les aménageurs qui sont vraiment sérieux par rapport à ce critère carbone dans la conception et qui décident, et c'est une décision importante, de généraliser l'évaluation carbone de toutes leurs opérations sur la base de la méthode de l'ADEME. Voilà. C'est pas rien, c'est un engagement de transparence, de rigueur, et donc un certain nombre de grands aménageurs, donc vous les voyez ici, donc ils se comptent malheureusement encore sur le doigt des 2 mains, mais ce sont parmi les plus importants. Et donc ils communiquent et ils montrent l'exemple, donc vous les voyez là, vous les voyez ici d'ailleurs aussi. Donc il y a Nexity et sa filiale Nexity Transformation des Territoires. Il y a Eiffage Aménagement, il y a 2 filiales aménageurs du groupe Bouygues, Link City, mais également la plus petite filiale Air Nouvelle qui fait partie du groupe Equance au sein de Bouygues. On espère bientôt, bien sûr également, que Bouygues Immobilier, qui est aussi un aménageur important, deviendra un aménageur ambassadeur. Il y a... Alors, j'aurais dû commencer par Espace Ferroviaire, bien évidemment, voilà, il y a Espace Ferroviaire. Il y a ensuite les EPL de la métropole de Toulouse. Donc, quelque part, c'est intéressant. C'est une collectivité ambassadrice en même temps. Et ces 2 principales EPL, donc Europolia et Eupidea. Et puis, bien sûr, heureusement que l'État, via ces EPA, montre aussi l'exemple avec EPA France, qui est le premier EPA à systématiser l'évaluation de l'impact carbone de ces projets. Et on est en discussion avec d'autres EPA. On est aussi en discussion avec d'autres aménageurs. Je mentionne notamment Kaufmann & Broad et sa filiale Aménagement et Territoire, avec qui nous sommes en discussion. Donc vous voyez, ces aménageurs engagés, j'aurais pu comme collectivité, enfin je mentionne également, c'est indiqué, la métropole du Grand Paris, qui... également est engagé dans l'évaluation, alors en particulier ex post, de tous les projets réalisés dans le cadre de la saison 1 et de la saison 2 de l'AMI Inventons la métropole du Grand Paris, dont vous avez évidemment entendu parler. Alors, c'est important de les mentionner, c'est important de les mettre en valeur. Nous espérons, notamment au travers de l'Observatoire, les mettre en valeur pour que tous les aménageurs montrent l'exemple, comme eux, comme ces premiers. Donc ça, c'est le deuxième point. Les aménageurs ambassadeurs. Ensuite, il y a les labels. Alors les labels, j'en ai un tout petit peu parlé. Il y a le label écoquartier, qui est important. C'est le label d'État. Il y a plus de 600, je crois, écoquartiers depuis 12 ou 13 ans qui existent aujourd'hui. La réforme du référentiel écoquartier a permis vraiment de mettre l'accent beaucoup plus sur la performance carbone. Et donc la dernière circulaire mentionne que le ministère recommande très fortement, chaque mot est important, l'évaluation de l'impact carbone du projet en phase de conception, selon la méthode de l'ADEME, et en plus, c'est subventionné à 100%. Malheureusement, ça ne suffit pas. Tous les écoquartiers ne souhaitent pas encore, mais ça vient mesurer l'impact carbone de leur projet, et donc n'hésitez pas à leur donner l'information, puisque la logique, évidemment, voudrait que les écoquartiers soient à l'avant-garde de cette question de l'aménagement bas carbone. Et puis, il y a également
le label BBC à Cartier, hein, le logo a été mentionné tout à l'heure, hein, donc encore merci Hélène de ta présence. C'est très important, hein, puisque c'est le premier label français, hein, qui va vraiment évaluer la performance carbone des projets d'aménagement. Donc il a été lancé très récemment, hein, au mois de mai. Il y aura un événement au prochain CIPCA pour mettre en valeur ce nouveau label. On espère qu'il va se déployer à grande échelle et avec en particulier Certivera comme certificateur, comme opérateur. Donc vous voyez, les grands relais nationaux, les grandes fédérations, les aménageurs ambassadeurs, les labels, et puis les deux derniers, les banques. Alors là, on a été un tout petit peu moins efficace, mais je le mentionne quand même. Je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais on est évidemment convaincus que les financeurs des opérations d'aménagement peuvent jouer un rôle très important. Et donc on est en discussion avec un certain nombre de banques pour qu'elles encouragent, voire qu'elles encouragent très fortement leurs clients qui demandent des prêts verts à évaluer l'impact carbone de leur projet, ce qui n'est pas encore fait, loin de là. Voilà, donc s'il y a des banquiers dans la salle, on en discutera juste après, mais c'est évidemment quelque chose d'important. Ce dialogue va prendre peut-être du temps, mais ça pourrait avoir un impact très significatif. Et le dernier point, c'est la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Parce que là, vous voyez, on parle d'une filière avec de très nombreux acteurs. Les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, les ingénieries, tous les acteurs qui accompagnent les maîtres d'ouvrage publics et essentiellement, mais également privés. Voilà. Comment sensibiliser l'ensemble de cette filière? Donc déjà, grâce au partenariat avec Espace Ferroviaire, vous voyez, il y a une version dédiée aux aménageurs et collectivités qui va maintenant être déployée. Et je voulais simplement mentionner une autre action. Donc d'abord, des formations à grande échelle, hein, que nous allons mettre en place, hein, avec le CSTB, avec l'École des Ponts, mais également avec l'Université Gustave Eiffel. Formation initiale et continue à l'aménagement bas carbone. Et puis également un outil de sensibilisation que nous venons de mettre au point, qui est un serious game, hein, qui a été inspiré et aidé par l'atelier d'Eutonne, hein, que vous connaissez tous, que vous avez tous fait évidemment, qui s'appelle l'atelier des transitions urbaines, voilà, qui est un serious game qui permet en équipe, en 3 heures, en s'amusant, vous êtes amusés pour certains d'entre vous qui l'avaient bêta-testé, qui permet de comprendre comment il est possible de concevoir un quartier à la fois bas carbone, et tous les calculs sont faits avec Urban Print, mais également un quartier résilient et un quartier agréable à vivre. Donc on vous encourage également très fortement à diffuser l'atelier des transitions urbaines au sein de toutes les entités dans lesquelles vous êtes, hein, que ce soit des entreprises, des écoles, des collectivités, etc. Donc voilà les grands leviers sur lesquels nous sommes tous mobilisés. Donc je remercie tous les acteurs. Vous voyez, c'est un travail très collectif. Le CSTB Efficacity, nous ne sommes que la cheville ouvrière technique, si on peut dire, mais on est très encouragés, hein, par cette action collective qui commence à montrer des premiers résultats. Et le premier résultat, c'est que, concrètement, 100 de bilans carbone ont été faits aujourd'hui. C'est ce qui permet de mettre en place l'observatoire, et on espère qu'on va passer encore à la vitesse supérieure en continuant ce travail de pédagogie, de mobilisation de tous les acteurs. Voilà, merci beaucoup, et je laisse la parole à Julien. C'est juste avant, pardon, je ne vais pas oublier, je dis juste que la voix de son maître que vous avez entendue lors de la démonstration, c'est Émilien, qui a été Émilien Parron, hein, du CSTB, qui a été le binôme de choc historiquement avec Morgane pour que Urban Print existe. Donc je voulais aussi remercier fortement Émilien, donc grâce à cette voix. Alors pour la V3, on a dit que ça serait la voix de Morgane. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire très vite, mais il y a des mots qui m'ont quand même parlé ce soir entre l'urgence et l'espoir. L'urgence, j'aime bien les remettre en chiffres. On émet 160 millions de tonnes avec le secteur de la construction aujourd'hui, 100 millions de tonnes pour opérer le parc existant, donc ça c'est tout le sujet de la massification, de la rénovation, et 60 millions de tonnes pour fabriquer des produits de construction nécessaires à la construction et à la rénovation. Quand vous vous projetez dans 700 000 rénovations par an à faire tout en utilisant des produits de construction, vous avez un peu le sentiment de faire le même calcul que dans Don't Look Up au moment où vous vous apercevez que ça va peut-être passer juste, cette histoire-là. Donc ça, c'est pour l'urgence, parce que ces 160 millions de tonnes, il faut les abattre à 100 millions de tonnes à 2030, il faut les abattre à 16 millions de tonnes à 2050. Ça redonne un peu les enjeux. Ça va de soi que ça ne se fera pas sans calculer. Il n'y a aucune chance qu'on le fasse par hasard.
Et ça, c'est la partie qui, effectivement, commence à m'agacer un peu. Alors, j'ai la chance ou la malchance de travailler sur le sujet depuis un petit moment maintenant. Donc, nous, on avait travaillé à l'époque sur Elodie, pour les plus anciens, s'ils se rappellent, des outils d'analyse de cycle de vie pour les bâtiments. Et vous n'avez pas idée du bien que ça me fait d'entendre que depuis que la RE 2020 est là, peut-être qu'il y a des meilleures études d'impact. On avait dit depuis le début que cette curiosité environnementale de comprendre ce qui se passe, que j'utilise un produit, il consomme de l'eau, il émet des gaz à effet de serre, mais évidemment, ça m'invite à être curieux puis à commencer à compter. Et tout le monde raconte la même histoire. Les gens qui font le concours Cube vous disent la même chose. Je prends mes factures d'électricité, je regarde, si ça consomme pendant le week-end dans les bâtiments de bureaux, c'est qu'il y a un truc à regarder, et tout le monde va chercher 10%, 20%, 30%, en faisant très peu de choses, en fait, juste en étant un peu curieux. Bon, ça, c'est pour 2030. Puis après, pour 2050, s'il faut faire un facteur 10, ce sera autre chose. Et là, on pourrait se dire, pas de bol, les gens n'ont pas du tout réfléchi, rien préparé. Non, l'ADEME nous dit, ils avaient vu le coup, ils ont lancé des appels d'offres, il y a des scientifiques qui ont répondu, et on a des logiciels qui sortent, où sans blague, quand je le vois, je vois quand même quelque chose qui n'est pas tourné vers un ingénieur super spécialisé. Enfin, j'ai vu des choses qui me faisaient plus peur que ça, et je n'ai pas touché un logiciel moi-même depuis un petit moment. Donc les ingrédients sont quand même réunis pour être en capacité de faire des bilans carbone de manière simple et avec ne serait-ce que des ordres 1, de comprendre ce qui se passe à l'ordre 1. On va faire des énormes progrès et très sincèrement, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, sauf si on considère que c'est au-dessus de nos forces de faire une étude dans un projet d'aménagement. Mais je ne pourrais pas croire que c'est possible. Quand je regarde les réseaux sociaux, même pour acheter une brosse à dents, aujourd'hui, on nous dit... Regardez quand même, et j'achète un shampoing, il y a beaucoup d'eau, il faudrait peut-être que j'arrête d'acheter la bouteille qui va avec. Enfin, tout le monde fait ça pour des petits objets. Et sur un projet d'aménagement, qu'on va mettre 15 ans à faire, on n'aurait pas le temps de faire un bilan carbone de tout ça et de se poser la question de ce que ça va donner. C'est un scénario que je n'achète plus. Mais encore une fois, on aurait pu ne pas avoir d'outils dans un monde parallèle, et il se trouve qu'on en a un. On se trouve qu'on peut le partager avec tout le monde, et c'est la volonté d'Efficacity. Donc moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Je crois qu'on devrait avoir une phase d'appropriation rapide, mais il faut l'exiger, il faut le prescrire, il faut en parler partout. Et puis après, je pense que les choses se passeront pour le mieux. Voilà, c'est le message d'espoir, mais ne traînons pas et surtout n'acceptons pas de nous dire que ces outils-là sont trop compliqués à utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on doit combattre fermement, de mon point de vue. Alors, merci à tous. Et très belle soirée. On en a tous beaucoup parlé, mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Donc, on a un petit temps de questions pour la salle. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Et on va se glisser vers vous avec un micro s'il y a une question. Alors, la première est toujours très difficile, mais s'il y a quelqu'un qui veut se sacrifier. Ou sinon, c'est qu'on a été super clair, que la voix d'Emilien était super claire. Ah, la première question. C'est ça. Julien parle d'un outil partagé. En tant qu'ingénieur, on aime bien aussi savoir d'où vient la donnée, la data, et comment les grands... C'est des ordres de grandeur qu'on essaie d'aborder. Donc c'est une succession de résultats. D'où vient le résultat précis qu'on regarde, qui va être cumulé à d'autres, puis on aura un bilan carbone à la fin. Est-ce qu'on a accès dans le logiciel à une possibilité d'avoir une feuille A4 d'explication, item par item, comment a été fait l'évaluation? Ne serait-ce que pour qu'éventuellement on en discute et qu'on se dise, tiens, nous, de notre point de vue, on ne faisait pas ce bilan comme ça sur ce paramètre-là. Voilà, c'est la question. Alors, hélas, c'est pas des feuilles recto-verso, on a les 150 pages de la méthode Cartier Énergie Carbone qui sont disponibles sur la librairie ADEME et qui permettent d'expliquer vraiment, contributeur par contributeur, l'ensemble des calculs qui sont présents dans Urban Print. À noter également, ça c'est en cours de développement, je me tourne vers les équipes, mais il y a un forum qui va sans doute se mettre en place justement pour permettre aux utilisateurs de discuter et de dialoguer entre eux et justement que toutes ces questions finalement techniques, d'interprétation des résultats, de la manière dont le calcul est réalisé, puissent se faire et permettre finalement ces discussions aussi entre utilisateurs d'Urban Print. Donc ça, je sais que c'est dans les cartons, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Oui, juste un complément, ça n'a peut-être pas été assez dit, mais je redis qu'on est sur une méthode nationale de référence qui, par définition, est une méthode publique
très documenté. On parle des 150 pages, qui va être régulièrement actualisé, et on devrait l'actualiser prochainement. Donc c'est le contraire d'une boîte noire. Ça vise à donner confiance dans les résultats. On n'a pas eu de retour de questions sur un certain nombre de méthodes de calcul, mais on est ouvert vraiment à tous les retours d'expérience, parce que voilà, c'est le point fort de cette méthode. Elle est partagée, elle est publique, elle est évolutive, elle a une gouvernance avec le ministère et l'ADEME pour donner confiance et être la référence. Et vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on a une méthode de référence qu'on est capable de faire un observatoire. Sinon, on ajouterait des choux et des carottes. Mais ce qui est parfait, c'est effectivement si sur chaque item, sur le logiciel, on a le petit renvoi à l'article de la méthode énergie quartier carbone ADEME, et qu'on peut les retrouver donc, dans le document, et là on se dit ok, ça vient de là, et à partir de ce moment-là, on fait confiance au logiciel que c'est bien la méthode qui est décrite dans le document ADEME qui est bien prise là, quoi. Tout à fait. Et je note l'idée de renvoi pour faciliter. Comme ça, on renvoie bien au bon article. On peut aller. Faut aller un peu chercher. Il y a un plan, mais je pense qu'on va faciliter progressivement justement la prise de connaissance ou l'interrogation en tout cas sur cette méthode pour faciliter justement l'endroit où on peut identifier l'information qu'on cherche. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres structures qui font également de l'évaluation carbone? Je pense par exemple à la Fédération des travaux publics qui déploie un outil d'évaluation sur la route, l'impact carbone des travaux routiers, et puis peut-être d'autres dans le bâtiment. Alors, je pense que ça fait mention de Sève, oui, exactement. Alors, on n'a pas encore de partenariat avec eux. C'est un outil qu'on a bien identifié, et notamment comme il y a des demandes des aménageurs et des collectivités à ce qu'on améliore la dimension, notamment espace extérieur d'Urban Print. Il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, c'est pas mis en place. Mais en tout cas, on a bien identifié que ça faisait partie des acteurs et des outils qui étaient assez régulièrement utilisés par les acteurs de la voirie notamment. Donc, on a bien prévu, en tout cas, de pouvoir se rapprocher de cet acteur, typiquement. Et il y a la Fédération française du bâtiment, avec qui on a déjà échangé, avec le souhait, justement, de voir comment on peut collaborer ensemble. Donc, l'ensemble des fédérations, pas uniquement, finalement, des aménageurs, mais aussi du domaine de la construction ou de la VRD. On essaye de dialoguer avec eux pour pouvoir améliorer continuellement la méthode et les logiciels. Oui. Ça va être plus progressivement jusqu'au fond de la salle, les questions. Bonsoir. Alors j'ai personnellement été assez frappé par le nombre réduit d'interrupteurs côté aménageur, et je me demandais dans quelle mesure il y avait une perte d'information ou augmentation de l'incertitude des résultats. Et donc c'était principalement pour savoir si, ou reconfirmation que, 1, la version aménageur est bien utilisable de manière autonome, et 2, quelle est la logique derrière de dialogue entre l'aménageur et l'AMO? Est-ce que c'est je lance une orientation avec mes interrupteurs et derrière c'est l'AMO qui affine, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Ou si finalement ma question est totalement inutile et vu qu'on s'intéresse à des ordres de grandeur, la question ne se pose pas forcément encore ou tout le temps. Voilà. Il n'y a jamais de question inutile, je pense. C'est une troisième question qui peut annuler les deux précédentes, en fait. Non. Mais alors, en effet, on est resté dans une logique de macro-levier, c'est-à-dire que s'il y avait si par exemple dans Urban Print, il y avait un peu 3 niveaux de description, c'est-à-dire générique, on affine une première fois et on réaffine une seconde fois. Là, on va pouvoir affiner qu'une seule fois. On va être vraiment dans une logique de macro-levier qui vient activer finalement plusieurs leviers qui sont disponibles, eux, dans la version du bureau d'études. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir attaquer dans les phases un peu amont de conception, où on commence en fait à déterminer ce que pourrait être une stratégie énergie carbone, mais où finalement on n'a pas forcément encore déterminé toutes ces mesures-là, et on n'a potentiellement même pas encore d'AMO environnement ou développement durable dédié sur l'opération. Donc c'est vraiment l'idée de dégrossir et de commencer à voir les grosses mailles de qu'est-ce qui va être un impact carbone sur mon opération. On peut commencer à activer quelques macro-leviers, commencer à comprendre dans quelle mesure ils peuvent avoir un impact,
Et généralement, c'est... Nadia, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais c'est souvent à ces moments-là qu'on commence à avoir un AMO, développement durable, sur son opération, qu'on va pouvoir l'interroger pour aller creuser finalement certains leviers à travers Urban Print, mais finalement peut-être pas uniquement à travers Urban Print sur certains leviers. Et en fait, donc, l'aménageur va pouvoir, entre guillemets, envoyer son opération et ses premières évaluations qu'il a menées avec Urban Print au bureau d'études. Le bureau d'études va pouvoir affiner cette évaluation et le faire remonter dans l'interface que pilote l'aménageur. Donc, il va avoir cette évaluation affinée au vu du niveau de description qu'a pu saisir le bureau d'études. Donc il y a vraiment finalement une discussion qui va se faire entre les deux interfaces par la présence de ce projet partagé entre les deux opérations. Et donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de manipuler du carbone puissent poser et discuter carbone avec leur AMO. Donc, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question. Si c'est bon. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nadia, là-dessus. C'était bon. Je n'ai pas dit de bêtises, alors. Y a-t-il d'autres questions ? C'est tout bon. On va clore cet événement. Je vais vous inviter à poursuivre sur un cocktail qui nous attend derrière les portes vertes. Je vais juste retenir quelques personnes. Désolée, ça va être vous deux, Michel et Julien. Et s'il y a des journalistes dans la salle qui avaient besoin de nous poser des questions très précises, je les invite aussi à venir nous voir devant la scène. Et sinon, j'invite toutes les autres personnes à aller profiter du cocktail. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence.